Et bien que vous sachiez plus ou moins que cela pourrait arriver, vous n'y pensez pas vraiment beaucoup. Elle pensait que la couronne imposerait le respect. Mais dans la famille royale britannique, le respect ne se saisit pas. Il est réservé à ceux qui sont vraiment dignes. Lorsque Camilla, la femme autrefois perçue comme rien de plus que l'ombre de Diana, a tenté de manipuler sa position royale en propulsant sa propre fille au centre de l'attention, elle n'a jamais imaginé qu'elle franchissait la ligne la plus sacrée pour la princesse Anne. L'honneur de la lignée Windsor-Mountbatten est la seule fille qu'elle a élevée pour la protéger. Aucun défi ouvert, aucune déclaration à la presse. Et pourtant, chaque regard, chaque geste, chaque mot soigneusement mesuré a sculpté un champ de bataille plus brutal que tout ce que ce palais avait jamais connu. Camilla voulait réécrire le récit royal avec l'encre du pouvoir, mais Anne a transformé cette encre en un acte d'accusation. Un acte écrit avec dignité et scellé par un héritage inébranlable. Ce n'était pas seulement un conflit entre deux femmes, c'était un avertissement. Tous ceux qui portent une couronne ne sont pas véritablement reconnus. En 2019, le palais de Buckingham a organisé une somptueuse cérémonie qui a placé Camilla Parker BS, portant désormais le titre de princesse de Galles, au centre même de l'attention royale. Debout, aux côtés du prince Charles, sa robe émeraude scintillait sous un déluge de flashs d'appareils photo, son tissu sculpté avec élégance autour de sa silhouette. La grande salle était remplie de dignitaires, de nobles et de décideurs qui se sont inclinés ensemble dans un respect formel, reconnaissant le nouveau statut de Camilla. Des applaudissements ont éclaté, mais sous la surface polie de la célébration, un courant invisible de tension a commencé à s'agiter. Parmi l'élite assemblée, la princesse Anne, deuxième enfant de la reine Élisabeth II, se tenait immobile. Un monument vivant dans un océan de révérence, tandis que les autres baissaient la tête, Anne restait droite, les épaules carrées, son regard inflexible et froid comme l'acier. Elle n'a jamais regardé Camilla, son immobilité portant le poids de la défiance. Aucune émotion n'a traversé son visage, pourtant son silence a tonné plus fort que toute protestation publique. Ce n'était pas un accident ou une violation de l'étiquette, c'était délibéré. Le message était clair, quel que soit le titre. Anne ne reconnaîtrait jamais Camilla comme un membre authentique de la famille royale. Pendant un moment à couper le souffle, le temps a semblé s'arrêter. Camilla, souriant pour les caméras, a senti le froid de la défiance d'Anne traverser son sang-froid. Ses doigts se sont enfoncés dans le bras de Charles, ses ongles pressant contre sa propre paume. Sentant son malaise, Charles s'est penché près d'elle et a murmuré « Ignore-la, ce n'est que Anne ». Mais ces mots n'ont rien fait pour apaiser la crainte grandissante dans la poitrine de Camilla. Elle connaissait trop bien Anne. Disciplinée, déterminée et farouchement loyale à l'héritage de sa mère, la reine Élisabeth II. Les lèvres de Camilla ont conservé leur sourire, mais ses yeux ont trahi une tempête de colère. Le refus d'Anne de s'incliner n'était pas simplement une offense personnelle, c'était une déclaration publique au monde entier. Cela signalait que Camilla restait une étrangère, indigne de la lignée Windsor-Mountbatten. Les caméras, toujours observatrices, ont capté Anne se tenant droite pendant que les autres se pliaient en signe de respect. En quelques heures, l'image a fait le tour du monde, enflammant les débats sur les fractures au sein de la famille royale. Quelques jours plus tard, un journal français publiait un titre frappant « La princesse qui nie pas, la princesse qui ne plie pas ». L'article décrivait le geste d'Anne comme une grève silencieuse contre l'ascension de Camilla, suggérant des fissures plus profondes au sein de la monarchie. Dans son bureau à Clarence House, Camilla fixa le journal, ses doigts le broyant, jusqu'à ce que les pages se froissent et se déchirent. La colère montait en elle, se mêlant à un malaise. Elle comprenait la vérité. La défiance d'Anne n'avait pas été impulsive. Avant la cérémonie, Anne avait discrètement sollicité une audience auprès de la reine Élisabeth II, sa mère indomptable. Là, elle a demandé la permission de ne pas s'incliner devant Camilla. La reine, avec sa profonde compréhension de la coutume royale et son autorité silencieuse, l'avait accordée. Ce n'était pas simplement une approbation, c'était un décret silencieux du trône lui-même. Camilla, bien que faisant partie de la famille Padiadi par mariage,
ne serait jamais totalement acceptée par ceux du sang Windsor Mountbatten. Camilla se leva de sa chaise, son expression se durcissant en une résolution. Ses doigts effleurèrent une plume, un cadeau de Charles destiné à symboliser sa nouvelle position royale. Maintenant, elle ne servait que de rappel de la fragilité de cette position. L'affrontement avec Anne n'était plus une querelle privée, c'était devenu une déclaration de guerre, une lutte subtile et tacite pour la légitimité et la domination. D'une voix basse et tremblante, remplie à la fois de fureur et de détermination, Camilla jura « Si elle ne s'incline pas, je ferai voir au monde qui détient réellement le pouvoir ». Pourtant, au fond d'elle, une ombre de doute persistait. Anne n'était pas seulement une princesse. Elle était l'incarnation vivante de la fierté et de la tradition royale. Une adversaire différente de toutes celles que Camilla avait affrontées auparavant. À ce moment-là, Camilla entra dans un jeu périlleux, un jeu où son véritable adversaire n'était pas seulement Anne, mais la lignée même de la reine Élisabeth II. À Gatcombe Park, la princesse Anne a élevé sa fille, Zara Anne Elizabeth Tyndall, dans un environnement fondé sur la discipline, l'intégrité et une force tranquille. Loin du faste qui entourait les autres membres de la famille royale, l'enfance de Zara a été marquée par l'intimité et les principes. Guidée par les valeurs inébranlables de sa mère, la tenue, le respect de soi et la résilience, elle a appris non pas comment jouer pour le public, mais comment tenir tête à n'importe quelle force, même celle revêtue du pouvoir royal. Des années plus tard, lors d'un événement royal au palais de Kensington, Zara et Camilla se sont rencontrées face à face pour la première fois. Sous la direction de Camilla, Clarence House avait organisé les sièges de manière à ce que Zara se tienne à côté d'elle dans la file d'honneur. Vêtue d'une robe éblouissante qui rayonnait de confiance, Camilla s'est approchée en s'attendant à une révérence habituelle, un geste dû à la princesse de Galles. Pourtant, Zara, sa posture droite et inébranlable, a simplement offert un léger signe de tête, pas de révérence profonde, pas de signe de soumission. L'air s'est immédiatement tendu. Camilla s'est arrêtée à mi-sourire, son sang-froid vacillant un bref instant avant qu'elle ne force une expression gracieuse. Des murmures ont parcouru la salle alors que la presse prenait hâtivement des notes, sentant la signification plus profonde de cet échange. Il ne s'agissait pas d'une violation de l'étiquette, c'était une déclaration, un geste de défi qui faisait écho à la volonté de la princesse Anne elle-même. Dans les rangées du fond, plusieurs membres de la famille royale ont échangé des regards méfiants. Ils ont compris, cette rébellion silencieuse ne s'éteindrait pas facilement. Pendant le trajet en calèche jusqu'à Clarence House, la colère de Camilla a bouillonné à la surface. Se tournant vers Charles, son ton tremblait de mépris. Elle est exactement comme sa mère, têtue, arrogante et complètement inconsciente de sa place. Charles, depuis longtemps habitué à de telles tempêtes familiales, a expiré profondément, les yeux fixés sur la fenêtre. Il savait que le geste de Zara n'avait pas été impulsif. C'était le point culminant des années d'enseignement de sa mère. À Gatcombe Park, Anne avait préparé sa fille et grâce à des leçons calmes et fermes murmurées lors de longues soirées, « Tu n'as pas besoin de l'attention du monde, mais tu ne dois jamais t'incliner devant quiconque pense que le pouvoir lui donne le contrôle sur toi. » Zara n'était pas simplement un reflet de sa mère. Elle était l'incarnation vivante de la volonté indomptable d'Anne. Elle avait été façonnée par des leçons d'endurance, d'intégrité et de rébellion silencieuse. Anne lui avait appris à maintenir son regard fixe, à conserver sa contenance sous le regard scrutateur et à protéger sa dignité même de ceux qui sont assis sur des trônes. Lorsque Zara a choisi de hocher la tête plutôt que de s'incliner devant Camilla, elle ne faisait pas que montrer de la fierté. Elle transmettait le message tacite de sa mère. La bataille entre Anne et Camilla avait maintenant traversé les générations jusqu'à Zara. Sa mère représentait plus que du sang royal. Elle symbolisait la défiance elle-même, un héritage qui refusait d'être soumis. Alors que Zara s'éloignait de la salle, ses pas assurés et son cœur calme, elle sentait qu'elle avait allumé quelque chose d'irréversible. Une étincelle avait été allumée, une étincelle qui allait bientôt déclencher un nouveau chapitre dans la rivalité entre deux femmes et maintenant entre leurs filles. À l'insu de Camilla, elle avait provoqué un conflit qui entraînerait sa propre enfant, Laura, dans une lutte contre des adversaires qui ne s'inclineraient ni ne se briseraient jamais. En juin 2019,
L'événement caritatif Youth of the Crown au Hollywood House Palace à Édimbourg s'est transformé en le dernier champ de bataille de la guerre silencieuse mais féroce pour la domination royale. Camilla, nouvellement assurée dans son rôle de princesse de Galles, considérait l'occasion comme une chance de consolider sa position après ses rencontres tendues avec la princesse Anne. Mais ses ambitions allaient plus loin. Camilla a décidé de faire entrer sa fille Laura Lopez sous les projecteurs royaux. Déterminée à élever son statut et à cimenter le nom des Lopez au sein de la famille royale. Dans une décision surprenante, Camilla a fait retirer Zara Anne Elizabeth Tyndall, la fille de la princesse Anne, de la liste des conférenciers de l'événement. À la place de Zara, elle a installé Laura, qui n'avait jamais joué un rôle aussi central dans une fonction royale, pour prononcer le discours d'ouverture. C'était un poste symbolique, généralement réservé aux membres de la famille royale supérieure ou de sang. Le comité d'organisation a été pris au dépourvu. Certains ont chuchoté des inquiétudes quant à la réaction du public, mais les ordres de Clarence House, où l'influence de Camilla régnait, étaient absolus. Malgré leurs inquiétudes, ils se sont conformés. Sachant que remplacer Zara, une Windsor Mountbatten, par le sang, par Laura, était une provocation délibérée. La nouvelle de la manœuvre de Camilla est rapidement parvenue à la princesse Anne par le biais de son cercle bien établi de confidents fidèles. Un assistant chevronné qui avait servi la maison royale depuis l'époque de la reine Elisabeth II a discrètement transmis le programme modifié. Le nom de Zara a été rayé à l'encre rouge, remplacé par Laura Lopez, griffonné à la hâte comme s'il avait été ajouté à la dernière minute. Anne a lu la liste en silence, son visage composé, bien que sa poigne se soit resserrée autour du papier. Plutôt que d'affronter Camilla directement, elle a opté pour la stratégie plutôt que pour le spectacle. Ce matin-là, une petite enveloppe a été livrée en main propre à l'organisateur de l'événement. À l'intérieur se trouvait une copie du discours original de Zara et une courte note épinglée de l'écriture reconnaissable d'Anne. Si vous voulez que cet événement ait un sens véritable, laissez Zara parler. La cérémonie a commencé avec grandeur. Camilla occupait le siège d'honneur au premier rang. Son comportement rayonnait d'assurance. Laura, drapée dans une élégante robe de soie crème, a pris la scène pour ses débuts. Pourtant, lorsqu'elle a commencé, sa voix a hésité, incertaine. Les mots soigneusement répétés sont sortis place, trahissant sa nervosité et son manque d'expérience. Le sourire de Camilla s'est crispé, ses doigts se resserrant autour de son mouchoir, lorsqu'elle a réalisé que le discours était en train de faiblir. Dans la salle, les journalistes ont échangé des regards entendus, notant la déception. Ce n'était pas le triomphe que Camilla avait envisagé. Puis, brusquement, un message s'est répandu dans le corps de presse. Lady Zara Anne Elizabeth Tyndall va maintenant prendre la parole au nom de la famille royale. Un silence chargé est tombé sur la salle. De derrière le rideau, Zara est apparue, posée, confiante, portant une robe marine modeste mais royale qui reflétait une autorité tranquille. Elle n'a pas regardé Camilla ou Laura, elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence a dominé la pièce. Lorsque Zara a commencé à parler, sa voix était calme mais autoritaire, chaque mot délibéré. « Je ne porte peut-être pas de couronne, mais on m'a enseigné que la vraie royauté ne réside pas dans le titre, mais dans la vérité. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer ce qui a toujours défini notre monarchie, le service, la loyauté et l'honneur. » Ces mots ont traversé l'air comme de l'acier poli, mesuré, résolu et visant indubitablement à revendiquer la dignité qui avait été remise en question. Des applaudissements ont éclaté, résonnant dans la salle. Les caméras ont flashé. Les journalistes se sont précipités pour enregistrer ce qu'ils savaient qui ferait la une des journaux. Le discours de Zara Tyndall, un chef-d'œuvre de prestance et de conviction. Camilla, assise au premier rang, est restée immobile, son sourire figé alors que ses jointures blanchissaient autour de son mouchoir. Bien que Zara n'ait pas prononcé son nom, chaque mot ressemblait à une réprimande, un rappel que Camilla et Laura se tenaient en dehors du noyau de la lignée. À côté d'elle, Laura a baissé les yeux, les joues rouges, les mains tremblantes. Elle pouvait sentir la comparaison tacite, la grâce naturelle de Zara contre sa propre tentative hésitante. De son siège à travers la pièce, la princesse Anne a regardé tranquillement.
aucune émotion extérieure n'a traversé son visage. Pourtant, une faible lueur de fierté a brillé dans ses yeux. Zara avait fait précisément ce pourquoi elle avait été élevée, se tenir droite sans se vanter, gagner sans crier. La victoire n'était pas par la confrontation, mais par le sang-froid. Le message était sans équivoque. Toute tentative de diminuer Zara ne ferait que l'élever davantage. Alors que l'événement se terminait, Camilla a quitté la salle sous le poids d'innombrables regards, certains curieux, d'autres critiques. L'admiration qu'elle avait recherchée a été remplacée par des murmures de doute. La colère brûlait en elle, mais aussi quelque chose de plus froid. La peur, l'influence d'Anne, renforcée par la loyauté et la lignée, était plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Et Zara, la femme qu'elle avait autrefois rejetée comme périphérique, était devenue une véritable rivale, non seulement pour Laura, mais pour toute la vision du pouvoir royal de Camilla. Cet après-midi d'octobre, le château de Windsor est devenu le théâtre d'un conseil secret et tendu des hauts membres de la famille royale. La grandeur de la salle avec ses panneaux de chêne foncé, ses portraits séculaires et la douce lueur d'un lustre antique n'a pas contribué à alléger l'atmosphère pesante. C'est ici que le cercle restreint de la monarchie s'est réuni pour sauvegarder son héritage. Pourtant, aujourd'hui, chaque participant pouvait sentir le pouls de la rivalité battre sous le calme formel. Chaque regard, chaque geste portait le poids de l'ambition et de la stratégie silencieuse. Camilla, la princesse de Galles, est entrée composée mais bouillonnant de détermination. La piqûre du fiasco de Youth of the Crown, où sa fille Laura avait été éclipsée par Zara Tindall, ne s'était pas estompée. Pendant des semaines, elle s'était préparée à cette réunion, élaborant une contre-attaque audacieuse destinée à reconquérir le prestige et l'autorité. Lorsque la salle s'est finalement apaisée, Camilla s'est levée. Son ton était doux mais délibéré. Chaque syllabe était placée avec soin, comme un maître tacticien déplaçant sa reine sur l'échiquier. « Je propose une nouvelle initiative », a-t-elle commencé. La ligne de la nouvelle reine, une plateforme moderne célébrant la prochaine génération de femmes royales qui équilibre les idéaux contemporains avec la tradition intemporelle. Ma fille Lanteo, Laura en sera la première figure de proue. Ces mots sont tombés dans le silence comme un caillou frappant une eau calme, envoyant des ondulations invisibles à travers la pièce. Personne n'a parlé, le bruissement du papier a cessé, même les respirations ont semblé s'arrêter. Autour de la table, des regards ont été échangés, certains sceptiques, d'autres lasses. À l'extrémité, le prince William a expiré doucement, levant les yeux au ciel avec une impatience rarement visible. Charles, toujours prudent, a fermé les yeux et baissé légèrement la tête, se retirant dans le silence plutôt que de s'engager dans la mêlée. L'immobilité n'était pas un parfum, c'était le calme avant la confrontation. Puis, la princesse Anne a bougé, assise en face de Camilla. Sa posture était royale mais immuable. Elle a ouvert un dossier en cuir noir et, d'un mouvement lent et délibéré, a placé un épais document sur la table, une déclaration en soi. Sa voix, ferme et précise, a tranché le silence comme une lame finement affûtée. « J'ai aussi une proposition », dit-elle d'un ton égal. L'héritage du service, une initiative pour réaffirmer ce qui a toujours défini la monarchie, le dévouement, la loyauté et le devoir envers le peuple. Zara en sera la première représentante. Un frisson a parcouru la pièce. Les conseillers se sont rétcis. Deux femmes se tenaient maintenant aux extrémités opposées du même champ de bataille, chacune armée de sa propre vision, chacune défendant sa fille comme le futur visage de la vertu royale. Les doigts de Camilla se sont resserrés sous la table, ses ongles mordant sa paume. Lorsqu'elle a finalement parlé, son ton était contrôlé mais suffisamment acéré pour faire couler le sang. « Alors c'est ça », dit-elle doucement. « Tu transformes ta fille en pion juste pour me défier ? Crois-tu vraiment que Zara peut incarner la monarchie mieux que quiconque ?» Anne n'a pas bronché. Elle a légèrement incliné la tête, son regard ininterrompu, sa voix froide et tranchante. « Non, je crois que ma fille sait ne jamais laisser son intégrité être prise par quelqu'un qui n'a jamais été vraiment accepté comme membre de la famille royale. » Les mots ont atterri avec une précision dévastatrice. Un souffle collectif a semblé se retenir autour de la table. Les conseillers plus âgés ont échangé des regards inquiets, conscients du poids de l'insulte et de sa vérité. Le visage de Camilla est resté immobile, bien qu'un tremblement d'émotion ait brillé dans ses yeux.
Anne ne l'avait pas simplement réprimandée, elle avait invoqué l'autorité tacite de l'héritage de la reine Élisabeth II que Camilla n'avait jamais entièrement hérité. Charles s'est agité sur son siège, les lèvres s'écartant pour intervenir, mais le regard inébranlable d'Anne l'a réduit au silence. Pendant un moment, frères et sœurs ont semblé enfermés dans une impasse invisible, le passé et le présent se heurtant à travers des loyautés tacites. William, qui était resté silencieux pendant la plus grande partie de la réunion, a maintenant croisé le regard d'Anne et a offert un léger signe de tête, une reconnaissance de sa conviction. Autour d'eux, les conseillers sont restés immobiles, réalisant qu'ils étaient témoins d'une bataille non pas de mots, mais de succession, d'honneur et de sang. La réunion s'est terminée sans conclusion. Pourtant, le résultat était sans équivoque, le conflit s'était approfondi. Camilla est sortie à pas mesurés, son expression contrôlée, mais ses yeux brillent d'un feu froid. L'humiliation s'était transformée en détermination. Alors qu'elle descendait le couloir de pierre, elle a murmuré à voix basse. Une promesse et un avertissement entrelacés. Elle apprendra que les couronnes ne se plient pas facilement. Pourtant, dans l'écho de ses propres mots, une lueur d'appréhension persistait. Camilla savait qu'elle n'affrontait pas seulement une rivale, mais une force forgée dans le devoir et la défiance. La princesse Anne, la seule royale qui ne s'était jamais inclinée. 3 mois plus tard, dans le froid brumeux de l'hiver écossais, l'atmosphère de la maison royale était devenue plus lourde que jamais, épaisse de ressentiments silencieux et de vendetta tacite. Camilla, maintenant solidement intronisée comme reine, portait sa sérénité comme une armure, dissimulant la résolution impitoyable qui avait mijoté en dessous depuis son humiliation des mois plus tôt. Sa défaite aux mains de la princesse Anne rongeait encore sa fierté. Elle a donc conçu un plan, non pas pour frapper Anne directement, mais pour la blesser à travers ce qu'elle chérissait le plus, sa fille Zara Tindall. Sans avertissement ni explication publique, le nom de Zara a commencé à disparaître de la vie royale. Les invitations à des événements de haut niveau, des galas caritatifs, des réceptions d'État et des rassemblements diplomatiques ont été brusquement annulées. Ces apparitions, autrefois fréquentes et chaleureusement couvertes par la presse, ont complètement disparu des calendriers officiels. Sur les ordres silencieux de Camilla, les assistants de Clarence House ont effacé la présence de Zara de tous les documents publics, s'assurant qu'il ne restait aucune trace d'elle. Au même moment, la presse, poussée par des mains invisibles, a déplacé son projecteur. Laura Lopez, la fille de Camilla, a commencé à faire la une des magazines et des journaux. La nouvelle princesse tranquille de Grande-Bretagne et Laura Lopez, le futur visage de la monarchie. Bien que Laura manquait de la grâce et de l'autorité de ses rivales, elle a été remodelée comme l'incarnation de la royauté moderne, un récit soigneusement orchestré par sa mère, Agathe Compark. Zara était assise immobile dans le salon, regardant la brume qui dérivait à travers les jardins. Le vent s'est glissé à travers la fenêtre entr'ouverte, frais et vif, emportant la solitude de l'exil. Sur la table à côté d'elle se trouvaient les journaux du matin, chacun célébrant Laura, là où le nom de Zara figurait autrefois, son image effacée, sa réputation remplacée. Pourtant, Zara n'a pas pleuré ni rage. Elle est restée immobile, les mains jointes, la mâchoire serrée. Les leçons que sa mère lui avait inculquées depuis son enfance résonnaient comme un hymne dans son esprit. L'honneur ne se mesure pas à ce qu'ils écrivent sur vous, mais à la façon dont vous vous tenez lorsqu'ils essaient de vous effacer. La princesse Anne, cependant, n'était pas du genre à laisser le silence parler pour elle. Un après-midi gris balayé par la pluie, elle est arrivée à Clarence House sans préavis ni escorte. Pas de présence, pas de cérémonie, juste un but. Lorsque le valet hésita à la porte, un seul regard d'Anne suffit. Elle entra directement dans le salon. Camilla, assise près de la cheminée avec une tasse de thé, leva les yeux avec surprise. Le sang-froid de la reine vacilla un instant lorsque Anne entra. Son expression acérée, son maintien celui d'un soldat entrant en territoire ennemi. L'air entre elles s'épaissit. La voix d'Anne, lorsqu'elle vint, était calme mais bordée de fer. « Je me fiche du nombre de couronnes que vous portez, mais au moment où vous vous en êtes pris à ma fille, vous avez franchi la ligne et je ne cède pas. » Le sourire de Camilla revint, cassant et forcé. « Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez, » répondit-elle froidement.
Chaque décision prise est pour l'unité et le bien de la monarchie. Son ton était travaillé, mais ses yeux trahissaient un malaise. Elle ne pouvait pas tout à fait soutenir le regard d'Anne. Anne ne daigna pas répondre au mensonge. Elle a simplement étudié Camilla pendant un long moment silencieux, un regard lourd d'avertissement et de conviction. Puis, sans un autre mot, elle se tourna et sortit. La porte se referma doucement derrière elle, laissant Camilla seule dans le silence. Le tic-tac de l'horloge sembla soudain fort. Pour la première fois, le doute s'insinua dans ses pensées. La présence d'Anne persistait dans l'air comme le tonnerre après l'éclair. Un rappel que cette guerre née de la fierté et de l'ambition n'était plus entièrement sous le contrôle de Camilla. Le 8 septembre 2023, Westminster Hall était drapé d'une révérence solennelle alors que la famille royale se réunissait pour la première commémoration anniversaire du décès de la reine Élisabeth II, un événement historique diffusé dans le monde entier. En tant que reine, Camilla avait versé chaque once de son ambition dans l'occasion, déterminée à utiliser la journée non seulement pour honorer la mémoire d'Élisabeth, mais aussi pour assurer sa propre place dans l'héritage de la monarchie. Chaque détail portait son empreinte. La salle ornée de rose-beaux blanches pures, la favorite de la défunte reine, une douce lumière de bougies et un discours soigneusement conçu pour dépeindre Camilla comme la digne successeur d'Élisabeth. Mais sa décision la plus audacieuse était personnelle. Elle a décidé que sa fille, Laura Lopez, se tiendrait à ses côtés pendant le rituel d'allumage des bougies, un symbole indubitable que Laura devait être l'héritière rayonnante d'une nouvelle génération royale. Alors que Camilla et Laura montaient sur scène, les projecteurs les ont baignés d'or et d'ombre, illuminant l'élégante robe de soie noire de Camilla et l'apparence raffinée et soigneusement stylisée de Laura. Le public, composé de diplomates, de dignitaires et d'aristocrates, s'est incliné respectueusement, leur regard collectif semblant affirmer le leadership de Camilla. Les notes solennelles de l'orgue ont résonné à travers l'ancienne salle, augmentant la gravité du moment. Camilla, posée et sereine, a serré doucement la main de Laura. Une déclaration silencieuse que c'était leur moment de revendiquer. Puis vint la fracture qui brisa tout. Du premier rang, la princesse Anne se leva brusquement. Vêtue d'une robe noire simple mais frappante, elle attira l'attention sans effort. Sa voix, froide et ferme, a tranché le silence comme une lame. Je m'oppose à ce rituel. C'est un mémorial pour une mère à qui vous ne vous êtes jamais incliné pour honorer. Je ne peux pas reconnaître la légitimité de placer quelqu'un sans sang Windsor Mountbatten, sans statut royal officiel au premier plan de cet hommage national. Les mots sont tombés comme le tonnerre. Chaque murmure a cessé. Les caméras se sont tournées vers Anne, capturant la confrontation impensable. Sur scène, Camilla s'est figée, son teint perdant sa couleur. Ses mains se sont resserrées jusqu'à ce que ses ongles mordent ses paumes. Laura tremblait à côté d'elle, ses yeux brillants de larmes, ses joues rouges. Le poids de centaines d'yeux pesait sur eux, lourd de choc et de jugement. Le sang-froid d'Anne est resté intact. D'un étui en cuir noir à ses côtés, elle a sorti un document, un extrait officiel de l'accord de succession cérémonielle de la reine Élisabeth II, signé par la défunte reine elle-même. Son ton est de rester calme mais inflexible alors qu'elle lisait à haute voix par la volonté de sa majesté la reine Élisabeth II. Toute cérémonie honorant sa mémoire sera dirigée par son représentant choisi. Cette personne, par sa propre signature, est Zara Tindall. Le silence qui a suivi était absolu. L'authenticité du document était incontestable. La signature de la reine brillait sous les douces lumières de la salle. C'était un coup dont Camilla ne pouvait pas se remettre. Anne fit un geste subtil vers les coulisses. De l'ombre, Zara est apparue, vêtue d'une robe noire à col haut, le métal de sa grand-mère brillant sur sa poitrine. Son expression était ferme, royale, inflexible. Sans jeter un regard vers Camilla ou Laura, elle traversa la scène avec une dignité tranquille. L'air de la salle a changé. On avait l'impression que l'autorité elle-même avait changé de main. Puis, du premier rang, le prince William s'est levé. Avec un calme mesuré, il s'avança, prit la main de Zara et la conduisit à la bougie commémorative au centre de la salle.
Ensemble, ils ont allumé la flamme. L'éclat de la bougie s'est doucement répandu dans la salle, illuminant les visages inclinés en signe de révérence. Le moment portait un pouvoir sacré, comme si la reine Élisabeth II elle-même était présente, bénissant la juste continuation de sa lignée. Dans toute la salle, tous les membres de la famille royale se sont inclinés à l'unisson. Tous les membres de la famille royale, sauf deux. Camilla et Laura sont restés immobiles, isolés dans la lumière vacillante, leurs silhouettes s'estompant à la périphérie de l'histoire. L'image a fait le tour du monde en quelques heures. La photographie, Zara et William devant la flamme, Anne se tenant derrière eux et Camilla et Laura floues à l'arrière-plan, est devenue une icône instantanée. Les titres internationaux ont tonné. L'autorité royale est réclamée et Lady Laura est sortie, Lady Zara se lève. Les commentateurs politiques ont salué l'intervention d'Anne comme un coup de maître de précision royale, un coup qui a réaffirmé la véritable lignée de la monarchie et exposé la démesure de Camilla. Beaucoup l'ont qualifié de moment déterminant du règne de Camilla, le jour où on lui a rappelé publiquement que les couronnes peuvent être portées, mais que la légitimité est héritée. Toujours sur scène, Camilla pouvait sentir le froid jugement de la pièce se refermer autour d'elle. L'admiration qu'elle avait si soigneusement cultivée s'était transformée en examen minutieux. Laura, les yeux rouges et tremblants, a serré la main de sa mère avant de fuir la plateforme. S'était inclinée pour éviter les caméras. Seule sous le plafond voûté, Camilla est restée en silence, son rêve d'un air brillant éteint. Pour la première fois, elle a compris la vérité amère finale. Elle n'avait pas simplement été vaincue par Anne ou Zara, elle avait été défaite par le pouvoir inflexible de l'héritage qu'elle avait essayé de revendiquer, mais qu'elle n'avait jamais vraiment possédé. Une semaine après le séisme commémoratif à Westminster Hall, le palais de Buckingham était sous une immobilité étouffante qui reflétait le ciel gris d'automne de Londres. L'image de la princesse Anne se levant en signe de défiance, sa voix acérée, son autorité soutenue par le décret signé de la reine Élisabeth II, résonnait encore dans tous les couloirs de la monarchie. La photographie de Zara Tindall et du prince William allumant la bougie commémorative avec Camilla et Laura s'estompant à l'arrière-plan était devenue emblématique, un résumé visuel de la défaite. Partout dans le monde, les titres l'ont disséqué comme le moment déterminant du règne de la reine Camilla. Un moment qui a publiquement fracturé son image soigneusement construite au sein du palais. Le Conseil consultatif royal, une institution qui intervenait rarement aussi directement, s'est réuni pour une réunion d'urgence à huis clos. Autour de l'ancienne table en chêne étaient assis des conseillers principaux et des membres clés de la famille royale, dont William et Kate, leurs visages tirés par une tension silencieuse. Personne n'a parlé ouvertement de Westminster Hall, pourtant son spectre planait sur la pièce. Le tic-tac rythmé d'une horloge murale en laiton a ponctué le silence alors que la discussion s'est déroulée à voix basse et en phrases mesurées. Des heures se sont écoulées avant que la décision ne soit prise. Un verdict qui marquerait un tournant dans l'histoire royale. Le Conseil a officiellement révoqué l'autorité de Camilla de superviser les fonctions cérémonielles royales, un rôle qu'elle exerçait depuis son accession au trône. Le raisonnement n'a jamais été rendu public, mais au sein des cercles royaux, le message était clair. Toute manipulation de l'héritage de la reine Élisabeth II ne serait pas tolérée. Dans un acte symbolique de restauration, Zara Tindall, précédemment effacée des fonctions cérémonielles, a été rétablie dans tous ses honneurs. Son nom est réapparu dans les calendriers officiels, non pas comme un membre de la famille royale périphérique, mais comme un porte-étendard du devoir, de la loyauté et de la confiance de la défunte reine. À Clarence House, Camilla était assise seule dans son bureau privé, la faible lueur d'une seule lampe de bureau se reflétant sur son visage fatigué. Devant elle se trouvait le discours inutilisé qu'elle avait écrit pour Laura, un discours destiné à oindre sa fille comme le visage radieux d'une nouvelle génération royale. Les mots qu'il avait autrefois remplis d'ambition se moquaient maintenant d'elle en silence. Lentement, presque avec révérence, elle a déchiré les pages en fines lamelles, laissant les fragments se disperser sur le tapis comme les cendres d'un rêve. Chaque morceau déchiré était un rappel de la façon dont son grand dessein s'était effondré. Pas seulement sa tentative d'élever Laura, mais sa campagne contre Anne. Laura elle-même avait déjà disparu des projecteurs.
Les pages glacées qui la saluaient autrefois comme la nouvelle princesse tranquille de Grande-Bretagne ont disparu du jour au lendemain. La presse qui l'avait autrefois défendue a maintenant tourné son regard vers Zara, la petite fille de la défunte reine dont l'image, calme et résolue, est apparue sous les titres célébrant l'endurance et l'héritage. Le contraste était immanquable. Zara restaurée et rayonnante. Laura oubliée. Camilla se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre. Au-delà de la vitre, le jardin royal s'étendait devant elle, les roses blanches, la fleur chérie d'Élisabeth II, se balançant dans la brise fraîche. Elle les a regardées pendant un long moment, une amère réalisation s'installant au plus profond de sa poitrine. Elle avait sous-estimé la princesse Anne. La femme qui ne s'est jamais inclinée avait fait ce que peu pouvaient faire, Jofir, protéger à la fois sa fille et l'héritage de sa mère de la corruption. Les mots d'Anne à Westminster Hall ont résonné dans l'esprit de Camilla, froid et inflexible. Je ne reconnais pas la légitimité de placer un individu sans sang Windsor Mountbatten au premier plan de cet hommage national. Ce n'était pas simplement une réprimande. C'était un rappel que Camilla, couronne ou pas couronne, se tiendrait toujours en dehors du cercle sacré du sang Windsor. Une rafale de vent fit trembler la vitre de la fenêtre et, pour la première fois de son règne, Camilla se sentit vraiment seule. Le silence du palais pesait contre elle, lourd et définitif. Pendant la session du conseil, Charles n'avait rien dit pour la défendre. William et Kate, symbole de l'avenir de la monarchie, s'étaient discrètement rangés du côté d'Anne, comprenant que l'héritage de la reine Élisabeth avait plus de poids moral que toute ambition personnelle. À cet instant, Camilla a compris. Une couronne pouvait lui accorder l'autorité, mais pas l'acceptation. Pendant ce temps, au-delà des murs du palais, Zara se préparait à reprendre ses fonctions. Sa première invitation depuis son exil silencieux est arrivée avec le sceau royal et elle l'a accepté avec un calme détermination. À Gatcombe Park, la princesse Anne était assise près du feu, le décret du conseil dans ses mains. Un léger sourire entendu a traversé son visage. Pas un sourire de triomphe, mais de justification tranquille. Anne n'avait besoin ni de titre ni d'applaudissements. Sa victoire ne se mesurait pas en couronne, mais dans la préservation de ce qui comptait le plus, la dignité de sa fille et l'héritage de sa mère. Et alors que les flammes crépitaient doucement dans le foyer, la vérité était claire à travers l'ancienne monarchie britannique. Camilla, malgré sa couronne, avait perdu. Et Anne, la femme qui ne s'est jamais inclinée, avait prouvé une fois de plus que l'honneur et la loyauté perdurent longtemps après que le pouvoir s'est estompé. L'hiver 2023 a enveloppé Clarence House dans un voile de neige, transformant les jardins royaux en une nature morte glacée de silence blanc. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, sa lueur ambrée scintillant sur le visage de Camilla, alors qu'elle était assise seule à son bureau. La reine, autrefois débordante d'une confiance inébranlable, semblait maintenant plus petite sous le poids de ses pensées. Devant elle se trouvait une seule feuille de papier à lettres épais, manuscrite, soigneusement formulée et adressée à la princesse Anne. Ce n'étaient pas des excuses au sens traditionnel du terme, mais plutôt une concession tranquille, une branche d'olivier offerte de la seule manière que Camilla connaissait. Elle avait écrit « J'espère que nous pourrons laisser ces malentendus derrière nous pour le bien de la monarchie. » L'encre scintillait faiblement à la lumière alors qu'elle scellait l'enveloppe avec le blason royal. Pourtant, lorsqu'elle a été livrée à Anne, aucune réponse n'est jamais venue. La lettre a disparu dans le silence, avalée comme ses ambitions, reconnue par personne, oubliée par peu. Une semaine plus tard, Marlborough House a accueilli une réception diplomatique pour le thé. La salle était chaleureuse de rire, des cordes de conversation polies se tissant à travers les douces notes d'un piano. Mais derrière la civilité polie, les chuchotements persistaient, la lettre de la reine, le silence d'Anne, la querelle qui avait ébranlé même les traditions les plus fermes. Debout près d'une haute fenêtre encadrée par le givre, la princesse Anne tenait une tasse de thé en porcelaine, son sang-froid aussi acéré que jamais. Un diplomate français, enhardi par la curiosité, s'approcha et s'inclina légèrement. « Votre Altesse » s'aventura-t-il prudemment. « Y aura-t-il la paix entre vous et la reine Camilla ?» Anne se tourna pour lui faire face, son regard froid et inflexible. Un léger sourire toucha ses lèvres.
mais il ne portait aucune chaleur, seulement de la clarté. Elle prit une gorgée mesurée de thé, posa doucement la tasse sur sa soucoupe et dit d'une voix calme mais bordée d'acier « Je pardonne les manœuvres politiques, mais je ne pardonnerai jamais à quiconque touche à ma fille. » Ces mots, bien que prononcés doucement, se sont propagés dans l'air avec le caractère définitif d'un décret royal. Le diplomate se tut, son expression pâle, et à travers la pièce, la conversation faiblit, l'atmosphère changea. Toutes les personnes présentes comprenaient qu'elles venaient d'assister à la déclaration finale d'une bataille qui n'avait besoin d'aucun autre spectacle. Anne leva légèrement le menton, son regard balayant l'assemblée comme une tempête tranquille. Elle n'était pas simplement une figure royale, elle était une sentinelle, une mère, une gardienne de l'héritage. À cet instant, même ceux qui se tenaient en dehors des murs de la monarchie pouvaient sentir la force de sa conviction. Et ainsi, l'histoire s'est terminée sans procès, sans excuse publique, une vérité est restée immuable. Au sein de la monarchie britannique, le vrai pouvoir ne réside pas dans les couronnes ou les titres, mais dans l'intégrité, l'endurance et la loyauté envers le sang et l'honneur. Camilla, bien que couronnée reine, avait perdu non seulement face à Anne, mais face à l'essence même de l'institution qu'elle a essayé de commander. Anne, qui ne s'était jamais inclinée, avait triomphé tranquillement, non pas pour la gloire, mais pour Zara et pour l'esprit durable de la reine Élisabeth II. Dehors, la neige continuait de tomber sur Londres, recouvrant les toits des palais et les statues de marbre. La ville brillait faiblement sous le ciel hivernal comme si elle préservait l'histoire dans son cœur gelé. Un conte de fierté, de défiance et de la flamme inflexible de l'honneur qui ne mourrait jamais. Votre cœur s'agite-t-il devant la résolution inébranlable d'Anne et de Zara, ou êtes-vous pris dans la tempête des émotions de Camilla alors que ses rêves s'effondraient ? Ce conte vous fait-il réfléchir sur le pouvoir de l'honneur et de la loyauté dans un monde d'ambition calculée ? Partagez vos pensées avec nous dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. De plus, cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran, vous l'apprécierez.